Et bonjour Olivier Marleix, en effet, député LR d'Eure-et-Loire, président du groupe LR, bonjour à vous, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. On vous entend beaucoup depuis les législatives et votre élection à ce poste très politique. Elisabeth Borne, justement, demain à l'Assemblée, sera la deuxième femme à prononcer un discours de politique générale, après Édith Cresson, pour laquelle ça avait été, rappelez-vous, le début d'un chemin de croix. Dans quel état d'esprit attendez-vous la Première ministre ? On l'a dit, nous serons une opposition résolue mais responsable. Donc on attend on va écouter ce qu'elle a à nous dire. D'abord sur la méthode. On veut avoir l'assurance quand même qu'il y aura un changement de méthode de la part de l'exécutif, un peu plus d'écoute des oppositions, puisque c'est ce qu'ont voulu les Français en privant Emmanuel Macron de majorité absolue. Et puis évidemment, on attend aussi des orientations sur le fond. Notre pays a d'immenses défis à relever. La question de la dette, qui aujourd'hui fait que notre pays est au bord sur le fil, peut-être au bord du gouffre, quand on regarde ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers, sur les taux d'intérêt. Plus de 80 milliards d'euros de charges de la dette supplémentaire potentiellement en France, avec des taux d'intérêt à 2%. La question des dysfonctionnements de nos grands services publics, l'hôpital, l'école, la justice, la question de l'autorité dans ce pays, le contrôle de nos frontières, la restauration de l'autorité au quotidien, avec une justice plus ferme attendue par nos concitoyens. Voilà, c'est sur ces sujets-là maintenant qu'on attend le Premier ministre. En un mot, peut-être, comment on enraye le déclin de ce pays. Vous savez que la France, aujourd'hui, n'est plus que la 7e puissance économique mondiale. On est passé du 5e rang au 6e et puis au 7e. Il faut stopper la dégringolade, il faut se retrousser les manches. Alors, encore s'agissant de la journée de demain, il n'y aura pas de vote de confiance. C'est ce qu'Elisabeth Borne a décidé. C'est une esquive ou c'est du pragmatisme ? Non, c'est pragmatique et c'est normal. De toute façon, ce gouvernement, on le sait, n'aurait pas pu avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Une fois encore, c'est le choix des Français de ne pas avoir donné de majorité au président de la République. Avec 250 députés dans la majorité et 327 rattachés à des groupes d'opposition, ils ne pouvaient pas avoir la confiance. Donc, il ne fallait pas perdre de temps. Je pense qu'elle a raison de faire ce choix. D'autres premiers ministres l'ont fait avant elle, c'est de réalisme. La motion de censure que pourrait décider l'ANUPS, le groupe se réunit ce matin, la voterez-vous si effectivement elle est déposée ? J'échangerai avec mon groupe, mais très spontanément, j'ai envie de dire que ça paraît assez puéril comme démarche. Une fois encore, on sait très bien que ce gouvernement n'a pas de majorité devant l'Assemblée nationale. La France insoumise voulait ce rendez-vous pour faire ce constat, mais on le sait, voilà, ils n'ont pas de majorité. Une motion de censure avant d'avoir commencé, ça me paraît totalement puéril, totalement inutile. Donc voilà, je pense qu'on ne se prêtera pas à ce jeu. On va évoquer la lettre que vous avez écrite et rendue publique à Elisabeth Borne, mais encore un mot quand même de justement les oppositions à l'Assemblée. Mathilde Panot a publié un tweet, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire hier, à l'intention de la Première ministre. Je le lis, on va peut-être le voir d'ailleurs à l'écran. On ne maltraite pas impunément la démocratie. Elle parle de la motion de défiance, pardon, du vote de confiance auquel ne se soumettra pas Elisabeth Borne. On ne maltraite pas impunément la démocratie. Nous vous ferons donc venir de force devant le Parlement. Qu'est-ce que ça dit du climat ambiant ? Écoutez, de la part de la France insoumise, c'est pas une surprise, c'est une stratégie de tension un peu théâtralisée, quoi. Moi, je regrette que la vie politique soit trop théâtralisée ces dernières années, du fait du président de la République. Déjà, peut-être hier, un conseil des ministres filmé, ce qui est totalement contraire aux usages. Ça vous a choqué ? Pardon ? Oui, c'est totalement contraire à nos usages. Alors, je veux bien que la vie politique soit une éternelle série Netflix. Le début qui a été filmé, le début. Mais pas les délibérations. Oui, le début, mais enfin quand même, c'est toujours cette illustration, le président de la République filmé au G7, sautillant d'un interlocuteur à l'autre. Je pense que tout ça, voilà. Enfin, quand on théâtralise comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'en retour, il y ait des oppositions qui cherchent aussi à rentrer dans ce jeu du spectacle. C'est la monnaie de sa pièce, en fait. C'est Emmanuel Macron qui crée ce style de tension, comme vous dites. Oui, mais c'est la stratégie de fracturation, de tension voulue par le président de la République. Je pense que ce pays, il a aujourd'hui besoin d'autre chose. Une fois encore, on est dans une situation économique extrêmement dégradée, une situation sociale extrêmement dégradée, avec des Français
qui ne s'en sortent plus, même ceux qui travaillent ne s'en sortent plus. Et donc, il faut se mettre au travail, il faut arrêter cette politique spectacle dans laquelle personne ne se grandit, quoi. Enfin, à l'Assemblée, ça va être agité quand même. Je vous pose Oui, la ça va être question. agité, Mais comment écoutez, vous, les LR, vous allez exister face à un groupe NUPS qui va faire beaucoup de bruit? Est-ce que vous serez audible? Comment vous allez vous rendre audible? Nous faisons le pari pour nous rendre audibles de faire des propositions, de mettre des propositions sur la table. On n'a pas rencontré un immense succès ces 5 dernières années en mettant des propositions sur la table parce que tout le monde vivait d'une espèce de fascination à l'égard du président de la République qui était largement reprise par tous. Il y avait cette fascination. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les Français y compris chez vous, la fascination, elle s'est exercée sur ces quelques-uns? Oui, enfin, je ne sais pas, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les Français peut-être cette fascination commence à s'estomper et que donc les Français vont peut-être être un peu plus attentifs à des gens qui cherchent à mettre des propositions raisonnables sur la table pour faire avancer les choses et reconstruire ce pays. Enfin, vous ne m'avez pas tout à fait répondu. Si vous dites, on va faire du fond, on va faire des propositions, il y a ceux qui feront du bruit, qui feront du tatamar. Nous, on sera pas dans la course au bruit, ça c'est une évidence. On n'est pas là pour mettre du désordre à l'Assemblée nationale. On est là pour faire avancer les choses pour ce pays, pour nos compatriotes. Il y a suffisamment de travail à mener. La situation est suffisamment grave pour qu'on mette un peu de sérieux à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, vous en parliez. En ouverture du Conseil des ministres, en effet, il s'est fait filmer hier et il a dit ceci. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de ce gouvernement de participer à un accord de gouvernement ou à toute forme de coalition. Le président, en quelque sorte, vous a renvoyé le mistigris. C'est vous qui n'avez pas voulu travailler sur le fond et de façon presque, j'allais dire, systémique dans le cadre d'une coalition ou d'un accord de gouvernement avec la majorité. Le président de la République avait ouvert 2 possibilités. C'est un constat qu'on est obligé de faire. C'était celle soit effectivement d'une coalition avec lui, soit celle de faire avancer le pays texte après texte et d'essayer de construire des majorités texte après texte. C'est cette deuxième solution qu'on a choisie. Il en a pris acte. Voilà, il n'y a pas d'autres commentaires. C'est une période effectivement totalement inédite dans notre histoire. Ça appelle un sens de responsabilité de tout le monde. Il a employé le mot responsabilité, il a employé le mot écoute. Je pense que c'est un défi immense pour lui, parce que ce n'est pas la façon dont il a gouverné depuis 5 ans. Voilà, espérons qu'il saura montrer, faire preuve d'ouverture, effectivement, aux propositions des oppositions. C'est un gouvernement resserré sur ses bases, avec ses alliés, avec quelques entrées. Un mot de François Braun, c'est un médecin urgentiste. Il a été chef des urgences à Metz-Thionville, patron du SAMU. C'est ce qu'on appelle un professionnel de la profession. C'est une bonne idée de mettre donc quelqu'un qui connaît très bien la problématique des urgences pour piloter un dossier qui est extrêmement chaud et très brûlant et très lourd. Oui, les questions, les solutions. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les choix du président de la République. C'est sa responsabilité de choisir ses ministres de manière heureuse ou malheureuse parfois, puisqu'il y en a qui n'ont fait que des passages éclairs. Voilà, écoutez, moi je souhaite que le ministre de la Santé soit un ministre efficace pour les Français. Et donc, s'il est plus efficace, on a déjà eu des médecins ministres de la Santé. On a eu Madame Buzyn, ça n'a pas forcément été un gage d'une immense réussite. Donc, je souhaite davantage de succès. Il y a eu plein de ministres. Oui, bien sûr, je souhaite davantage de succès à M. Braun. Davantage de succès. Écoutez, au moins c'est bienveillant. Damien Abad écarté, il n'a pas caché son amertume. Il a dénoncé la calomnie ignoble comme arme politique. On rappelle que c'était votre prédécesseur, président du groupe LR à l'Assemblée. Plus généralement, en fait, quelle devrait être la règle, dans le fond? Si vous étiez aux manettes, face à ce type d'affaires, il y avait la jurisprudence Balladur. Un ministre mis en examen doit quitter le gouvernement. Il y a d'autres questions qui se posent, plus délicates. Quelle devrait être la règle? Moi, j'observe que le président de la République, effectivement, a quand même un peu rompu avec tous ses prédécesseurs qui, lorsqu'un ministre était mis en examen, ce n'est pas le cas, je précise évidemment pour Damien Abad, mais lorsqu'un ministre était mis en examen, lui demandait de quitter le gouvernement. Le président de la République a agi de ce point de vue-là avec un cynisme assez fort quand même depuis 5 ans. Où on a gardé des gens en poste, on a fait quitter le gouvernement à M. Ferrand, mais pour le faire élire président de l'Assemblée nationale. Enfin, voilà, il y avait un mépris quand même pour des situations qui pouvaient choquer l'opinion publique. Là, on est sur une affaire un peu plus compliquée. Ce n'est pas qu'une accusation à la légère, c'est une série
d'accusations. Je pense que c'était un choix responsable de la part du président de la République et du Premier ministre de ne pas le reconduire dans ces conditions-là, oui. Mais Moi, je pense qu'il encore une faut... fois, je vous pose la question parce elle nous interroge tous. Non, C'est quoi la règle? Il y a de plus en plus d'affaires, entre guillemets, oui. qui arrivent dans les partis, par exemple. On a un immense problème de confiance aujourd'hui des Français à l'égard des hommes et des femmes politiques. Et donc, c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques d'être extrêmement attentifs à la façon dont ils envoient ce message, qui est finalement un message de respect pour les Français. Les Français ne peuvent pas comprendre qu'on donne le sentiment de s'asseoir sur des questions de principe aussi importantes. Alors, dans des affaires... Alors, question de principe, la présomption d'innocence c'est une Oui, il y a la question de présomption principe d'innocence, mais il y a aussi un moment où il y a des procédures judiciaires, l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est un premier acte d'enquête. Il faut aussi en tenir compte. Il faut aussi en tenir compte. Et voilà, je pense que le président de la République a eu raison. D'accord. Et vous, Damien Abad, président de groupe, parce que ça interroge encore une fois tous les compartiments du jeu, si je puis dire, président de groupe, vous entendez parler d'un membre de votre groupe, d'un élu LR qui est accusé, c'est pas encore en justice, mais quelle est votre règle? Moi, je vais demander dans les jours qui viennent aux collaborateurs du groupe à l'Assemblée nationale d'être extrêmement vigilants sur toutes les questions de probité d'abord. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a des règles déontologiques très fortes aujourd'hui. Donc, je demanderai aux collaborateurs du groupe d'être très attentifs quand ils sont approchés par des lobbies. Et de la même façon, sur ces questions de comportement, je leur demanderai de me signaler en interne. Aujourd'hui, ça existe pour les entreprises, de me signaler les bruits, qu'on puisse avoir des explications avec les personnes. Vous posez en garant de l'exemplarité de votre groupe, de ce point de vue-là. Je pense que c'est un sujet essentiel aujourd'hui pour la confiance qu'il faut renouer avec les Français, effectivement. On verra. Vous avez posé des conditions, Olivier Marleix, sur le pouvoir d'achat dans une lettre à Elisabeth Borne que vous avez rendue publique hier, je le disais. Vous posez 3 mesures sur la table. Baisse durable des charges, annulation de la dernière hausse de CSG pour les retraités et peut-être le plus important, en tout cas le plus compréhensible pour les Français, tout de suite, c'est la baisse du litre de carburant à 1,50 €, alors par la suppression de la TVA sur la TICPE et la diminution de cette même TICPE. Juste sur la méthode, elle vous importe. C'est à prendre ou à laisser? Ces 3 mesures, vous dites, elles sont essentielles. C'est à prendre ou à laisser pour le gouvernement? On est dans le cadre d'un dialogue. Un dialogue, ça se fait à deux. Chacun dit ce qu'il attend sur la question du prix du carburant. On a fait des propositions très concrètes. Parce que c'est une urgence absolue pour nos compatriotes qui se déplacent pour aller travailler, qui en général, vous savez, c'est pas le salarié de McKinsey qui prend une voiture au gasoil et qui fait 50 km pour aller travailler. C'est des Français modestes qui font parfois 50 km aller-retour dans la journée pour aller gagner le SMIC. Aujourd'hui, la situation, elle est intenable pour eux, intenable. Il n'y a pas toujours de transport en commun de substitution. Donc, c'est le sujet sur lequel effectivement, on demande au gouvernement de faire l'effort le plus important. Pour nous, c'est la priorité, c'est la mesure la plus injuste. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets sur lesquels on a expliqué au gouvernement ce qui est plutôt notre philosophie. C'est qu'on ne veut pas, dans ce texte, avoir uniquement, vous savez, uniquement en France, on est les champions du matraquage fiscal et après, on fait des chèques. On fait l'aumône de quelques chèques, quelques catégories avec des règles totalement incompréhensibles qui, en général, excluent toujours les classes moyennes. Une fois encore, ceux qui font l'effort d'aller travailler. Il faut changer cette méthode. C'est un principe qu'on réaffirme aussi dans ce courrier. Juste, Bruno Le Maire vous a peut-être entendu. On en parlera dans un instant. Il a fait une nouvelle proposition. Vous avez lu Les Échos ce matin? Pas encore. Non. Alors, il y a un papier sur vos propositions. Et il y a des citations de députés LR qui appartiennent à votre groupe qui commentent cette mesure de fixer à 1,50 € le prix du carburant. Un prix fixe, ça existe, ça s'appelle l'économie soviétique. C'est du gros rouge qui tâche, il faut quand même être sérieux. Député LR, autre député LR, qualifie député LR anonyme, je crois. Oui, ils sont tous anonymes. Un anonyme. Autre, proposition de prix à la pompe à 1,50 €, c'est un peu démago, pas très crédible. Olivier Marleix s'est retrouvé un peu dépassé par ceux qui poussait la mesure. C'est une mesure qui était dans le projet des Républicains. Il n'y a pas besoin d'être
d'être un grand économiste ou pour se rendre compte des difficultés que ça crée pour nos compatriotes. Aujourd'hui, la différence entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, c'est que pour faire un plein, vous passez de 65 € à quasiment 100 €. Donc à la fin du mois, si vous Oui, avez mais il y a trois plusieurs pleins, mesures. Celle-là, elle ne plaît 100 pas à tout le monde chez c'est vous. 120 €. C'est pas vrai, c'est pas du tout ce qui s'est dit en réunion. C'est pas crédible. C'est pas ce qui s'est dit en réunion de groupe. D'accord. Donc je sais pas où le journaliste a trouvé ses sources, mais en tout cas, c'est pas en réunion de groupe. Personne n'a exprimé ce point de vue en réunion de groupe. C'est une fois encore, c'est une mesure que les Républicains portent depuis la campagne des législatives. Après, comme vous l'avez dit, combien ça coûte? on est 50 ouvert à une milliards. discussion. C'est un objectif. Vous savez, peut-être que les cours du carburant vont redescendre un peu de même. D'ailleurs, je crois que depuis 8 jours, il y a eu un très léger fléchissement de quelques centimes. En tout cas, ce que j'observe, c'est que M. Le Maire, qui disait hier, qui d'ailleurs avait des chiffres faux, j'invite le journaliste des Échos à 50 milliards, il a voilà, dit ça. j'invite le journaliste des Échos à vérifier ce chiffre. 50 milliards, c'est totalement, c'est absolument pas crédible. Et quand on est ministre, quand on est ministre de l'économie et qu'on dit des choses comme ça, c'est quand même pas très sérieux. J'invite les Échos à vérifier ce chiffre. 50 milliards, c'est le produit de la totalité de la fiscalité sur le carburant en France. Voilà, donc c'est certainement pas le coût de la mesure qu'on propose, qui avait été chiffré. Mais alors, le problème, c'est que vous dites pas. Oui, dites-nous. Qui avait été chiffré par l'Institut Montaigne, alors avec un carburant à 1,87 €, donc on est au-dessus aujourd'hui, à environ 10 milliards. Donc on n'est pas aux 50 milliards annoncés par Bruno Le Maire. Cela dit, j'entends que Bruno Le Maire, qui a mis beaucoup d'énergie à essayer de décrédibiliser cette mesure, l'a quand même un tout petit peu entendu, puisqu'il a annoncé hier, voilà. il a annoncé hier un geste supplémentaire, donc c'est que ça infuse. Là où il vous a peut-être entendu, c'est que vous insistez depuis quelques semaines sur une mesure pour les travailleurs, entre guillemets, pour les salariés. Et effectivement, il préparerait un chèque carburant réservé aux salariés qui sont obligés de prendre leur voiture pour les revenus jusqu'à 1 800 €. Mais il dit, on va discuter avec les oppositions. Ça, c'est, vous dites, voilà, il y a une amorce d'écoute de ce qu'on dit. C'est quelque chose qu'on pourrait voter. On ne veut pas d'usine à gaz. On ne veut pas d'usine à gaz. Parce que ça, c'est assez compliqué quand même. Bien sûr, il faut habiter à tant de kilomètres, avoir tant de revenus. Est-ce que c'est les revenus du salarié ou les revenus de son compte du ménage? On n'en sait rien. Tout ça est quand même toujours très compliqué. Donc c'est une fausse bonne idée ou pas? On veut une mesure beaucoup plus simple. Pardon? C'est une fausse bonne idée? Écoutez, c'est une mesure dont on discutera. Nous, ce qu'on veut, c'est une mesure évidente, facile. On en a marre de cette logique de chèque où on assomme. En ce moment, l'État voit ses recettes augmenter avec la TVA sur le carburant. C'est insupportable que l'État s'enrichisse sur le dos des Français. Donc, ce qu'on demande à M. Le Maire, c'est de rendre cet argent, aux Français et pas de faire des l'aumône d'un chèque ici ou là pour ceux qui gagnent entre temps et temps. Donc, par une baisse de charges, en particulier, une mesure pérenne qui soit une mesure fiscale. On est un des quatre pays où le carburant est le plus cher au sein de l'Union européenne. Ça n'est pas normal. Voilà, donc, on a encore quelques jours pour y travailler avec le gouvernement et préparer des amendements. Juste encore une fois, c'est tout à fait nouveau ce qui va se passer au Parlement. Donc on cherche à comprendre quel est l'état d'esprit, la méthode de chacun. Vous, imaginons qu'aucune de ces mesures ne soit prise et retenue par le gouvernement, vous repoussez tout en bloc ou toutes les autres mesures qui profitent quand même aux Français, vous allez les voter? Il faudra que le gouvernement fasse sa démonstration que toutes les autres mesures profitent aux Français. Je rappelle que dans ce texte, par exemple, on nous annonce une revalorisation des retraites. Très bien, sauf que une loi votée en 2003, initiative de François Fillon de mémoire, prévoit l'indexation annuelle des retraites sur l'inflation. Donc si on appliquait la loi actuelle, on ferait plus que les 4% que propose le gouvernement. Donc ce n'est pas un progrès gigantesque ce que nous propose le gouvernement. Le point d'indice, pas besoin de la loi pour le faire, c'est du réglementaire. Donc voilà, la discussion elle est extrêmement ouverte, on est très à l'aise. Il faut que Bruno Le Maire prenne acte des conditions. On vous sent assez disposé quand même, hein, les gars, bien disposé entre guillemets à l'égard du gouvernement. Vous dites, voilà, on discute, on est ouvert, on a des propositions, mais on peut négocier. Nous, on est là pour obtenir des avancées pour les Français. Le gouvernement n'est pas en mesure de faire voter des textes tout seul. Donc il va falloir qu'il écoute les oppositions qui ont décidé d'essayer d'être. Vous avez eu des indices de ce changement de méthode? Vous sentez qu'il y a une amorce de changement? On a une première ministre qui a fait l'effort d'un exercice de concertation. Voilà, moi, pas de raison de croire que l'exécutif ne prendra pas sa part de responsabilité, puisque c'est sa responsabilité de créer les conditions de ce dialogue.
encore un mot, la taxe sur les super profits. C'est un sujet qui monte là en ce moment. Il y a des super profits, c'est fait par certaines entreprises, en effet. C'est pas délictueux du tout, mais c'est anormal par rapport au chiffre d'affaires habituel. Est-ce qu'il faut taxer pour en faire profiter les Français, pour remplir un peu les caisses? Je pense qu'il faut regarder la situation d'un peu plus près. On sait que oui, en 2021, les entreprises ont eu de très bons résultats, de très bons bilans en général, mais c'est aussi un effet rattrapage par rapport à l'année de 2020, qui était une année de crise calamiteuse. Après, il y a quelques secteurs, le secteur de l'énergie par exemple, où effectivement on peut se poser des questions. Moi, je trouve pas forcément totalement logique que des grandes entreprises du secteur de l'énergie fassent des profits très importants sur le dos d'EDF, grâce à ce mécanisme aberrant qui est l'Arenh, qui leur permet d'avoir accès à bon marché, à une énergie qu'elles vont ensuite revendre. Donc dans certains secteurs, effectivement, il y a peut-être à réfléchir à des contributions particulières. On parlait d'état d'esprit, de méthode. À l'instant, Gérald Darmanin dit que LFI et RN sont des ennemis politiques, LR et PS sont des adversaires politiques. Ça vous paraît être une bonne définition? Je laisse M. Darmanin responsable de ces catégorisations. Voilà. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il faut admettre vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Factuel. Oui, je pense que, à l'Assemblée nationale, je ne demande pas de traitement de faveur à M. Darmanin. Je lui dis tout de suite. À l'Assemblée nationale, il y a des représentants des Français. Je pense que voilà, ils ont tous droit à la parole. C'est les Français qui l'ont voulu. Et je pense qu'il faut que le gouvernement apprenne à respecter toutes les oppositions. Merci Olivier Marleix. On vous a présenté comme un dur. Ça correspond à votre... je sais pas, un républicain dur. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, c'est sûr que je ne cherche pas à rentrer au gouvernement. Je n'ai aucune envie de monter sur le Titanic. J'ai juste envie que nous soyons une opposition utile pour nos compatriotes, dont on a pu constater pendant la campagne des législatives à quel point ils avaient des fins de mois difficiles aujourd'hui. Et en effet, les téléspectateurs de LCI auront pu se faire une idée du profil que vous avez en tant que président du groupe LR à l'Assemblée. Merci beaucoup Olivier Marleix d'avoir été notre invité ce matin. Dans un instant, Thomas Misraki. Mais d'abord, le temps de ce mardi 5 juin.